Merci. Petite correction, il faut que je mette à jour un peu la bio. Chez vous, je suis directeur de recherche émérite maintenant et je ne contribue plus au GIEC. J'ai le privilège d'être plus ancien au GIEC que Jean Jouzel. J'ai participé à 5 rapports d'évaluation du GIEC, mais à un moment, il faut s'arrêter. Mais je vais en parler un tout petit peu. Mais il est habituel, les coutumes d'ouvrir des conférences comme ça avec un remerciement aux organisateurs. Mais je le fais surtout et avec plus chaleureusement, j'espère, que d'habitude, parce que je veux évidemment remercier Elisabeth et Jean-Martin et toute l'équipe pour tout ce que vous avez mis en place, mais surtout aussi tous les participants, parce que je trouve être là plusieurs jours et avoir le temps de parler ensemble et de se connaître mieux et aussi développer des sujets un peu plus dans les présentations un peu plus longues. Je trouve que c'est une qualité très rare. Et je crois qu'il faut la cultiver et faire en sorte qu'il y ait encore plus de gens dans la salle. Mais déjà, ce matin, je suis très content. Donc, merci pour cela. Vous avez vu, j'ai changé un tout petit peu mon titre parce que la prospective, c'est un peu sec et c'est effectivement au centre de ce que je vais vous dire. Mais la vraie question que nous nous posons tous, je pense, c'est est-ce que la région sera-t-elle habitable dans l'avenir? Et le choix de l'année 2050, c'est un peu en fonction de cette prospective. Mais j'avoue, je suis aussi impacté positivement par l'arrivée d'un 3e petit enfant en novembre dernier. Je me suis rendu compte, quand il était né, Tom, que c'est très probable qu'il ait encore en vie en 2100. Et toutes nos courbes là, que nous montrons, habituellement moi le premier, du GIEC et d'autres, souvent ils s'arrêtent à 2100 comme si on savait, comme ça ne nous intéressait pas, qu'est-ce qui se passe après l'année 2100. Ça doit nous intéresser, évidemment. Mais pour introduire la prospective, je voulais faire un petit historique des analyses des risques en région méditerranéenne. Et pourquoi? Parce qu'il y a des établissements et des institutions et des engagements et des recherches depuis assez longtemps qui se posent les questions qui sont toujours d'actualité pour nous ici. Et même pour moi, j'avais envie de détricoter un tout petit peu ça et de comprendre où nous sommes réellement. Et à un moment, évidemment pas le début de tout, mais un moment clé, c'était l'année 1976, où il y avait une convention signée et plus tard ratifiée entre les pays autour de toute la Méditerranée, sur la protection de la mer Méditerranée. C'est la convention qui était nommée maintenant la Convention de Barcelone. Et si on regarde, qu'est-ce que c'est vraiment l'engagement de cette convention dans son état initial? C'est de prévenir, réduire et combattre la pollution dans la zone de la mer Méditerranée. Dans la zone de la mer Méditerranée, ça indique déjà un peu au-delà de la mer lui-même, et pour protéger et améliorer le milieu marin dans cette zone. 1976, donc presque 50 ans, nous avons non seulement un intérêt et une préoccupation, mais de quelque sorte une volonté politique, un engagement, au moins sur le papier, par les dirigeants de tous les pays autour de la Méditerranée de faire quelque chose. Et beaucoup, certains dans la salle vont bien connaître la Convention de Barcelone et son historique, mais je veux dire quand même quelques mots de plus. Donc, elle constitue le cadre juridique de quelque chose qui s'appelle le PAM, le plan d'action pour la Méditerranée, qui lui aussi est déjà approuvé en 1976 et qui fait partie d'une très haute au niveau d'engagement politique par le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE. Et là, ce qui était assez important, en 1995, cette convention a été amendée et rebaptisée Convention pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée. C'était tout à fait logique parce que déjà à cette époque, on a bien compris que ce qui se passe en mer, c'est effectivement une conséquence de beaucoup de choses qu'on fait dans le littoral et dans toutes les régions autour.
Donc les pays signataires sont de la Convention de Barcelone, sont celles qui sont ici en jaune, donc autour de toute la Méditerranée. Dans d'autres engagements, on inclut parfois le Portugal, mais effectivement, ça ne touche pas la Méditerranée, donc ce n'est pas un pays signataire initial de la Convention de Barcelone. Et qu'est-ce que fait donc la Convention de Barcelone? Elle a surtout développé des protocoles. Donc des concrétisations des plans d'action pour la Méditerranée, donc un principal accord multilatéral régional sur l'environnement, caractère juridiquement contraignant sur la Méditerranée. Je ne vais pas vous discuter tous ces protocoles ici, certains sont probablement bien connus dans la salle aussi, juste indiquer que le dernier, le protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée, c'est le même message. On ne peut pas regarder la mer juste comme un objet totalement isolé des activités dans les terres autour. Ce qui est aussi important à savoir sur la Convention de Barcelone, c'est qu'il y a des organes directeurs et subsidiaires. Il y a une COP. Moi, en parenthèse, je suis un peu énervé que dans le discours politique, par exemple, en région Aix-Marseille, une COP, c'est devenu une espèce d'expression marketing pour un engagement pour le climat. C'est évidemment pas du tout. Une COP, c'est tout simplement une réunion des parties contractantes, et ça peut être sur n'importe quelle convention, sur le climat ou sur autre chose. Et donc, la Convention de Barcelone, elle a bien ses propres COP à lui. Elle a aussi un bureau, elle a des points focaux dans les pays autour, des secrétariats, mais elle a surtout quelque chose qui s'appelle la Commission méditerranéenne de développement durable, qui elle aussi existait depuis un bon moment. Bon, j'ai fait quelques passages dans cette CMDD. J'ai surtout, je crois, j'ai peut-être pas une image complète de toutes les évolutions de cette commission, mais là, quand j'ai assisté, j'avais l'impression qu'il y avait un fort manque de savoir scientifique. Et il y avait une forte volonté de vendre des tout petits gestes ou actions quelque part dans la région comme un grand pas vers le développement durable. Mais je signale que effectivement, c'était là la première fois que j'avais le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne marche pas très bien dans la communication entre les scientifiques d'un côté et les décideurs sur l'autre. Mais le PAM dispose d'un truc que je crois que nous devrons nous féliciter qu'il existe. C'est non seulement une unité de coordination et d'autres composantes, mais une composante largement financée par la France qui s'appelle le Plan Bleu à Marseille. Il est nécessaire de dire quelque chose sur le Plan Bleu parce que le Plan Bleu était l'instance qui a mené l'initiative de la prospective 2050 que je vais présenter un tout petit peu après. Donc le Plan Bleu, qu'est-ce que c'est? Établi en 1977, ce sont des textes de leur site web, il produit des études et des scénarios pour l'avenir afin de sensibiliser les parties prenantes et les décideurs méditerranéens aux questions d'environnement et de développement durable de la région. Donc c'est un message assez clair, mis à disposition par la France depuis 1977. Et le programme de travail, c'est important politiquement. Il est validé tous les 2 ans par les parties contractantes à la Convention de Barcelone. Donc, si vous allez à une COP de la Convention de Barcelone, vous allez entendre une mise à jour du programme de travail du Plan Bleu qui se labellise ou qui s'appelle lui-même l'Observatoire méditerranéen de l'environnement et du développement durable. Et ça sera validé et reçu aussi les résultats par les décideurs. Donc ça pour dire que cet exercice de prospective, elle était faite dans une instance, disons, indépendante scientifiquement, mais elle était faite pour les décideurs et elle était reçue par les décideurs. Donc, sur le site web du Plan Bleu, vous trouvez le rapport MET 2050 que je vais vous expliquer en quelques phrases. Mais avant, ou quelques diapos après,
Mais avant que je fasse ça, je veux quand même expliciter le paysage d'échanges scientifiques, décideurs en Méditerranée au-delà du plan bleu et sa prospective, parce que depuis 2008, il y a aussi une autre instance qui s'appelle l'Union pour la Méditerranée. C'est une organisation intergouvernementale qui réunit 43 pays dans le but de renforcer la coopération et le dialogue régionaux par la mise en œuvre de projets et d'initiatives en faveur d'un développement inclusif et durable, de la stabilité et de l'intégration dans la région euro-méditerranéenne. Dans le prolongement direct du processus de Barcelone, le lancement de l'UPM en juillet 2008 a été un véritable reflet de l'engagement politique commun de ces États membres pour renforcer le partenariat euro-méditerranéen. Je vous épargne un peu ma lecture politique de pourquoi c'était nécessaire, ou c'était considéré nécessaire par un président français et le président égyptien en 2008 de lancer une nouvelle initiative au-delà du plan bleu, du plan d'action pour la Méditerranée. C'est bien sûr aussi des sujets beaucoup plus larges que l'environnement qui préoccupent l'Union pour la Méditerranée. Mais elle existe quand même, elle a son secrétariat à Barcelone, et depuis sa création, l'UPM a entrepris une série d'initiatives visant à promouvoir le développement durable et l'intégration au niveau régional. L'organisation a défendu les droits des femmes, la création d'emplois, le renforcement des efforts de connectivité entre les pays, et s'est attaquée aux urgences environnementales et climatiques. Différence importante entre l'Union pour la Méditerranée et la Convention de Barcelone, c'est les adhérents. Parce que ici, sur cette carte, on les voit tous. Ce sont donc tous les pays de l'Union européenne qui sont membres de l'UPM. Il y a certains pays qui sont observateurs, donc la Libye actuellement, et des pays qui sont en suspension, qui ne participent pas activement. Ça va peut-être bientôt changer par rapport à la Syrie. Mais c'est donc un autre groupement des pays. Et initialement, quand j'ai appris ça, je me dis bah, c'est super, parce qu'on va pouvoir vraiment engager non seulement les pays autour de la Méditerranée pour nos enjeux climat et biodiversité, mais tout le reste de l'Europe va aider à la faire. Mais je cache pas qu'il y a certains soucis aussi au niveau du fonctionnement tel que je les ai pu observer à de multiples occasions de cette UPM qui bien sûr soutient plusieurs initiatives que nous avons menées. Et là, les deux grands soucis que nous avons observés, c'est que quand nous sommes arrivés à l'UPM il y a 7-8 ans, il y avait une Climate Expert Group qui était censé donc de traduire les enjeux climatiques pour les meilleures politiques dans ce cadre-là pour la Méditerranée. Et de mon observation dans cette Climate Expert Group, il n'y avait pas un seul expert sur le climat. C'était des personnalités des différents ministères, des différents pays qui sont venus, qui ont eu quelques journées à Barcelone pour discuter, mais il y avait une absence totale de scientifiques dans ce groupe-là. Et ça m'a de nouveau montré que l'engagement des décideurs, des politiques, des instances, des gouvernements, c'est très très bien, mais si ça se passe en isolation par rapport au savoir scientifique, c'est quand même très limité. Pour moi, c'était aussi une observation intéressante parce que normalement, je me sens isolé en tant que scientifique. Je me dis, nous, les scientifiques, on est dans notre tour d'ivoire, on a du mal à nous faire entendre, mais on réalise que ces instances politiques qui affichent toutes les volontés au niveau du développement durable, au niveau des urgences environnementales, très souvent, ils sont vraiment en manque des informations scientifiques. Il y a plusieurs initiatives, y compris par l'UPM, pour améliorer cette situation, et je vais en revenir. Juste comme
un mot, il n'y a plus besoin ici de parler beaucoup du GIEC, mais quand même ce que je veux dire, que le GIEC établi donc en 1988, avec ses énormes machines d'évaluation scientifique, où je suis le premier à vraiment être fier et témoigner de la qualité des travaux faits. Si vous fouillez les différentes rapports du GIEC, vous allez trouver de nombreuses références au bassin méditerranéen. Il n'a jamais manqué des informations méditerranéennes dans les rapports du GIEC. Et dans le 6e rapport, par exemple, il y a beaucoup... le 6e rapport était particulièrement caractérisé dans tous les groupes de travail d'une volonté d'améliorer surtout l'information régionale. Comme au niveau à l'échelle globale, ce n'est pas que toutes les questions ont été répondues, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on sait maintenant au niveau global, mais au niveau régional, il y a beaucoup plus de questions et effectivement, les parties prenantes, les acteurs, les décideurs ont besoin des informations régionalisées et systématiquement, et je suis assez content, dans les grands tableaux, et ça c'est juste un exemple, il y a des dizaines, des centaines de tableaux comme ça dans les rapports du 6e cycle du GIEC. La région méditerranéenne est souvent traitée explicitement avec des informations relativement précises, à la précision qui permettent la science. Et je vais m'exprimer aussi sur les limites de cette précision dans quelques instants. Je trouve qu'il faut toujours revenir à cette carte-là, qui est une carte globale sortant du dernier rapport du GIEC. Malheureusement, cette carte a été débattue longtemps dans l'approbation du sommaire pour les décideurs et a été enlevée finalement, mais elle est toujours dans le chapitre et aussi dans le Technical Summary. Elle montre donc le nombre et la localisation sur la planète des personnes directement touchées dans leur cadre de vie d'une façon ou d'autre par le changement climatique. En grande partie aussi, non seulement parce que le changement climatique dépasse un certain seuil ou quelque chose comme ça, mais parce que les autres facteurs de leur bien-être, les autres facteurs de l'habitabilité de leur lieu de résidence sont impactés par plusieurs aspects, pas que par le changement climatique. Donc c'est clair que les régions du Sud, entre guillemets, une grande partie de l'Afrique et l'Inde et d'autres sont particulièrement touchées. Mais ce qui est important à noter, c'est que les petits ronds bleus là, avec des chiffres font référence à un tableau qui est en bas de cette illustration que je ne vous montre pas ici et qui, en très grande simplification, vous montre que partout dans le monde, il y a des populations qui sont touchées. Ce n'est pas que dans le sud où on est touché par le changement climatique, mais aussi dans le nord, dans les peuples autochtones, évidemment dans le Grand Nord, mais surtout aussi dans les populations défavorisées dans les pays riches. Et c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte si on interprète ce chiffre de 3,3 à 3,6 milliards de personnes. Et la Méditerranée, c'est un excellent exemple pour expliciter ces questions-là, et la prospective va bien tenir compte, à mon avis, de cet effet-là. Juste un slide encore du GIEC pour tous ceux qui disent que le GIEC fait que alerter, le GIEC fait que crier, le GIEC est alarmiste. Les rapports du GIEC, bien sûr, et surtout du groupe de travail, est très explicite aussi sur les bénéfices des politiques pour le climat, surtout de l'adaptation, très, très concrète, même si ça c'est un peu un slide de communication en presse, mais vous trouvez des dizaines et des centaines de pages sur des actions déjà existantes, sur des possibilités de véritablement faire une transformation à la base des sciences pour le bien-être des personnes vulnérables, pour le bien-être des 3,3 à 3,6 milliards de personnes vulnérables au changement climatique. Je ne dis pas plus là-dessus, mais j'insiste que le GIEC, ce n'est pas une opération d'alarmisme. Le GIEC, c'est souvent aussi
aussi une énorme ressource pour les actions positives. Et par rapport à la Méditerranée, pour la première fois, le dernier rapport du GIEC a eu une cross-chapter paper, ça veut dire un chapitre en soi-même sur le bassin méditerranéen. C'est très, 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 très dense, très, très sommaire, vous allez dire, mais si vous cherchez des informations sortant du GIEC sur la Méditerranée, c'est toujours une ressource que j'ai eu le plaisir, avec ma collègue égyptienne de la Mali, à coordonner. Et juste pour montrer, il y a effectivement des cartes, des scénarios, je ne vais pas discuter ici en détail, surtout comme ce sont des enjeux qui ont été élaborés beaucoup plus fort le premier jour du colloque. Mais les ressources existent et ça focalise aussi sur des régions plus limitées que la Méditerranée, par exemple le delta du Nil, où la même question, quelles populations sont réellement impactées par quel niveau du haut niveau de la mer, qui était évidemment sujet de recherche de longue date. C'est techniquement précis et assez élaboré. Je veux faire encore une remarque sur le contexte de la prospective. Et là, il faut sauter vers l'année 2015. En 2015, nous étions nombreux, un certain nombre aussi ici dans la salle, qui nous sont retrouvés à Paris en juillet en préparation de quelque sorte pour la COP21 plus tard dans l'année, une conférence à l'UNESCO qui s'appelait Our Common Future under Climate Change, qui était pour moi un grand succès, énorme participation, des bons débats. Et à cette conférence, nous avons organisé une session spéciale sur la Méditerranée. C'était Joël Guillot et moi qui ont appelé tous les collègues. Est-ce qu'on ne doit pas se retrouver dans une salle quelque part, discuter la Méditerranée à Paris? Ce que nous avons fait, et pour faire l'histoire très courte, les discussions de cet après-midi-là à Jussieu, ils ont nous amené à conclure que ce qui manque en Méditerranée, c'est une vision intégrée de tous les savoirs du nord et du sud, et de l'est et de l'ouest, et ça n'a jamais été produit. En fait, quand on parle de la Méditerranée, on parle souvent des analyses super détaillées et vachement intéressantes du golfe de Lyon ou de Venise ou du port de Barcelone, mais le bassin dans sa totalité, malgré tout ce que je viens de dire avant, n'a pas été traité scientifiquement dans les synthèses un peu cohérentes. Donc, de ça est sorti une espèce de collectif auto-organisé par beaucoup de nos collègues, et c'est Joël Guillot et moi qui ont essayé coordonner cela, qui s'appelle MEDEC, Mediterranean Experts on Environmental Climate Change, et on a fait un grand rapport que nous appelons le First Mediterranean Assessment Report, qui est publié effectivement online il y a quelques années. Et j'insiste, après avoir parlé un peu négativement sur l'UPM et le PAM, ces deux établissements nous ont soutenus d'une façon très importante. Je crois que les deux ont réalisé qu'une instance entièrement scientifique et auto-organisée par les scientifiques, ça c'est aussi dans leurs intérêts. Donc on a vraiment bénéficié d'un grand soutien. Et je le dis aussi par rapport au programme Mistral en France, c'était un peu la même situation, pas la même situation, mais Mistral, c'était un programme entièrement scientifique. On a bien entendu présenter le premier jour ici au colloque, mais c'est ce qui manquait à Mistral, c'était une synthèse dirigée vers les décideurs, vers le grand public. Il n'y avait pas ça dans votre préoccupation, et vous avez tout à fait des engagements valides et importants d'autres. Donc Mistral aussi nous a soutenus, et on a ressenti une volonté importante du CNAS à faire cette synthèse que MEDEC a fait. Et donc, au-delà du First Mediterranean Assessment Report, on a fait 3 rapports spéciaux qui sont, le dernier encore en rédaction finale, donc Coastal Risks, Nexus Food, Energy, Water, Ecosystems, Conflict and Migration. Et il y a maintenant un financement européen pour faire une nouvelle phase, un deuxième rapport général
dans lequel je suis plus directement impliqué, autre que dans le comité scientifique. Et c'est très bien que la prochaine génération reprend cette initiative. Le secrétariat de MEDEC est toujours hébergé gracieusement par les plans bleus, et c'est très important. Sur les enjeux scientifiques qui nous préoccupent, j'ai très peu de choses à ajouter, mais je voulais juste, pour préparer à la fois pour la prospective et aussi pour la question de l'habitabilité, pointer par exemple par ce papier maintenant assez âgé de notre collègue Joost Lelyveld et d'autres au Cyprus Institute. Nous savons effectivement pas qu'il y a un réchauffement, il y a le problème des écosystèmes, mais on est dans une situation où les tendances tuent les personnes, où on est clair qu'il y a des risques sur la santé publique et sur le bien-être des personnes assez importantes. Mais de quelque sorte, quand j'ai montré ce diapo là de la distribution des températures maximales dans les villes dans l'est de la Méditerranée, bon, ça a l'air assez neutre, et c'est très neutre, ce sont des scénarios climatiques, des calculs, mais si on regarde derrière, qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes? Ben, c'est crucial, c'est létal, quoi. Si je suis une personne qui vit dans les conditions non climatisées quelque part, et il y en a quand même un grand nombre autour de la Méditerranée, ben, ce sont des conditions où l'habitabilité n'est plus donnée pour moi. Et les résultats le montrent. On a une mortalité associée avec les canicules. Je m'inquiète beaucoup pour les prochains jours, pas pour moi-même, mais pour d'autres populations en France et ailleurs. Mais de quelque sorte, moi, j'ai l'impression que le discours politique ne prend toujours pas vraiment proprement en compte cette question-là. Et quand on parle des canicules, il y a effectivement aussi un enjeu des canicules en mer. On a extrêmement bien eu des très, très bonnes présentations sur ce sujet-là. Mais ce qui montre aussi cette carte sur les canicules en mer dans la période 2015-2019, nombreux, ici en région et en Italie et ailleurs, la carte donne un peu l'impression qu'il n'y a pas de canicules en mer dans le sud. Et c'est quand même bizarre, parce que c'est quand même encore plus chaud dans le sud. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le sud? Bien sûr, la réponse est tout à fait simple. Il n'y a pas de grands laboratoires comme à Banyuls ou d'autres dans les pays du Sud. Donc, il n'y a pas de moyens à observer des mortalités massives en mer suite aux canicules. Je montre ça pour pointer les doigts à quelqu'un, mais pour vous sensibiliser sur la question. Si le moment qu'on essaie de faire un regard sur la totalité du bassin méditerranéen, ben, on se heurte à ce problème-là, que les informations ne sont pas du tout les mêmes dans le sud et dans le nord, et pas dans l'est non plus, et ça perturbe notre impression de la vulnérabilité. Ça nous donne une fausse impression qu'il faut vraiment faire maintenant quelque chose tout de suite sur les Baléares et à Valencia et ici, et dans les pays du Sud, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que j'avais posé la question le premier jour ou le deuxième jour sur le trait de côte. Je trouve formidable qu'on maîtrise maintenant les dynamiques des traits de côte en France très très bien, mais ça serait peut-être bien de savoir si les îles Kerkena, où ils habitent pas mal des Tunisiens et où beaucoup de réfugiés migrants se mettent en route vers l'Europe, si ces îles-là existent en 10 ans ou 15 ans ou pas. Probablement non, parce qu'il n'y a aucun moyen de les protéger contre la hausse du niveau de la mer. Et après, il y a des événements extrêmes. Je n'ai pas besoin de donner des leçons là-dessus, mais ce que nous apprenons surtout par les grands événements extrêmes en région méditerranéenne, c'est que ce n'est jamais juste un facteur climatique qui donne mécaniquement une conséquence sur la vie humaine, sur l'économie ou sur autre chose, mais c'est une mix des conditions, une mix peut-être des changements de la gestion des écosystèmes, évidemment du fin de l'agropastoralisme dans ces collines, qui résulte beaucoup plus de bois dans les collines, ensemble avec le réchauffement, ensemble avec les sécheresses, ensemble avec le fait
fait que beaucoup plus qu'avant, les personnes construisent des maisons de vacances au milieu de la forêt, dans les collines, donc mettent au risque pour les incendies. Donc il y a une multitude de facteurs qui augmentent les risques et effectivement pas seulement l'histoire du changement climatique. Une fois qu'on l'a éliminé, tout va être simple. Et je trouve qu'on ne parle pas du tout assez de ce qui s'est passé en septembre 2023 en Libye. À Derna, c'était un événement extrême que vous allez vous peut-être rappeler. C'était une énorme pluie torrentielle qui a dévasté une grande partie de la ville. Mais pourquoi elle a dévasté la ville? Parce que les mesures de protection, les barrages, les barrages ici en haut dans cette vallée, les 2 petits barrages de sécurité, ils étaient très mal entretenus, ils ne fonctionnaient pas et sont pétés après une petite demi-heure d'augmentation des flux dans cette rivière. Et c'est cette vague-là qui a contribué à la dévastation de la ville. Donc, autrement dit, une ville comme Derna aurait pu être protégée contre les plus graves conséquences de ces pluies, mais comme c'était dans une situation politique et financière où ce n'était pas une priorité, il y avait plusieurs milliers de morts. Et ça peut sembler banal, mais c'est pour introduire la question qu'on ne peut pas isoler les enjeux environnementaux, climatiques, des enjeux de l'instabilité politique. Ils se renforcent un par rapport à l'autre. Et si on veut traiter, si on veut œuvrer pour une meilleure vie des populations en bassin méditerranéen, il faut bien prendre en compte la relation entre les conflits et les guerres d'une côté et l'adaptation au changement climatique de l'autre. Et finalement, aussi un sujet qui n'arrête jamais à me préoccuper. On avait aussi parlé de la première journée. Malheureusement, cette année, on n'a pas Annie Cazenave qui fait normalement une présentation extrêmement bien sur ces risques. De ma lecture, le point de bascule pour le Groenland, on l'a dépassé. Et on est en train de perdre des glaces en Groenland à grande vitesse. On est moins certain par rapport à l'Antarctique de l'Ouest parce que les observations sont plus compliquées. C'est un système beaucoup plus difficile à modéliser, mais il y a des grands indicateurs qu'on va perdre une grande partie des glaces là-bas, et ça veut dire que les scénarios actuellement qui informent, par exemple, au niveau français, le plan national de l'adaptation au changement climatique, ils sont des sous-estimations. Je crois on peut être certain là-dessus. Et on a eu beaucoup de discussions et des présentations intéressantes là-dessus. Seule chose que je peux contribuer, c'est deux choses. C'est que moi, petit étudiant en 2e année géographie en Allemagne, en 1978, moi j'ai écouté une conférence d'un climatologue qui est venu nous présenter ce papier-là. Donc, autrement dit, on le sait depuis presque 50 ans qu'il y a un risque associé avec la dégradation de l'Antarctique de l'Ouest. Donc, pourquoi on n'a pas fait plus pour comprendre et mesurer des choses que ce qui a été fait? C'était tout à fait réel. Et nous savons aussi, j'avais montré déjà une illustration du delta du Nil, nous savons qu'une grande partie des populations défavorisées en Méditerranée sont directement exposées à ces risques si jamais cette déstabilisation de l'Antarctique de l'Ouest a lieu. Et c'est le cas évidemment pour d'autres points de bascule sur lesquels je ne vais pas revenir là en détail maintenant, mais il y a quand même une étude qui a été critiquée par certains collègues, mais pour moi il faut la prendre au sérieux, que en fonction des scénarios de température globale, la probabilité que certains points de bascule, y compris là, ici en bas, la dégradation de l'Atlantique de l'Ouest, deviennent une réalité tout à fait potentielle. Donc, ça, c'est la crise, et ça, c'est les 50 ans des efforts politiques avec ou sans aide scientifique de la quantifier et de s'organiser pour faire quelque chose.
Donc, vient la prospective, donc une méthode établie dans beaucoup des autres domaines. Et ce n'est pas en soi une nouvelle façon de s'intéresser à l'avenir, mais je vais quand même présenter ce rapport, surtout pour vous donner une introduction à le lire, parce que c'est un grand rapport, mais il est assez lisible, il est français, il est librement téléchargeable du site de Plan Bleu, et c'est plutôt la méthode que je souhaite vous expliciter pour inciter à la continuation de ces travaux. C'était un grand travail, et en tout court, on a fait l'inverse que ce que nous, les scientifiques, on classiquement fait. Normalement, nous, on regarde le fonctionnement du système et on essaie d'alerter sur les possibles conséquences, et on est pris en sérieux ou pas pris en sérieux, et on nous accuse ou pas de ne pas parler des incertitudes. Et là, les incertitudes deviennent une partie explicite de la procédure. Donc, on dit qu'il y a des incertitudes, il y a des choses qu'on maîtrise bien, des choses qu'on ne maîtrise pas bien, et il faut être explicite là-dessus. Il faut que tous les acteurs soient informés de quelles conséquences nos actions aujourd'hui peuvent avoir face à les différentes incertitudes. Et aussi, on peut avoir différentes visions pour le futur. Peut-être notre vision, c'est que rien ne change, ou peut-être notre vision est qu'on accepte un certain changement, mais on le gère et on fait en sorte que tout le monde peut bien vivre dans ces conditions qui changent. Donc, tout ça, d'une façon assez formalisée, est intégré dans l'approche de la prospective qui se déroule donc en plusieurs phases. Je vous montre l'essentiel ici. Donc, d'abord, il faut avoir un socle prospectif. Donc, il faut se mettre d'accord avec les experts, mais aussi avec les parties prenantes. Quelles sont les tendances? Quelles sont les possibles ruptures? Quels sont les signaux faibles et les enjeux majeurs? De quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'on veut vraiment traiter dans notre prospective? Après, d'une façon plutôt encadrée, structurée, une collecte de visions contrastées sur l'avenir, dans le cas échéant de la Méditerranée à l'horizon 2050. Et ça, c'est un choix, je crois, qui se défend facilement, avec un accent sur celle des jeunes et d'une cinquantaine de personnalités de la région, et je reviens à cela. Ensuite, un peu dans le style du GIEC et d'autres structures scientifiques, à la base du socle commun et des visions contrastées, la construction des scénarios. Nous savons avoir normalement des scénarios de haut engagement ou bas engagement contre le changement climatique. Là, c'est beaucoup plus complexe, des scénarios vraiment sociétaux, des questions quelle forme de société souhaitons-nous, considérons-nous probable ou possible à obtenir dans les 25 années qui viennent. Quatrième phase, une co-construction des chemins de transition pour parvenir à ces scénarios à des scénarios qui sont jugés souhaitables, y compris des recommandations pour les décideurs, et finalement une valorisation des résultats. Et ce sont des slides un peu riches, et c'est plutôt pour vous donner un goût de ce qui est dans le rapport. Ce qui n'est pas dans le rapport, ce sont des solutions simples. Ça, je vous le dis tout de suite. Il y a une visualisation, une contextualisation de la complexité qui est incontournable. Je crois que chacun qui s'intéresse pour l'avenir, si on lui dit il suffit de multiplier par 4 les énergies nucléaires, par exemple, comme nous aurons aussi entendu ici, je veux dire, là, vous n'êtes pas dans la prospective, vous êtes dans une espèce de fantaisie technologique. Une prospective est plus complexe que cela.
Donc, il y a une trentaine de tendances qui ont été débattues. Est-ce qu'ils sont réels avec les scientifiques et avec les acteurs? Je mentionne juste quelques-unes, mais il y a un consensus là-dessus. Il y a une fragmentation croissante de la région. Il y a une accélération mondiale du changement climatique, bien sûr. Il y a un réchauffement accéléré de la mer qui entraîne un changement des dynamiques en eau profonde et une tropicalisation des espèces. Il y a une hausse au niveau de la mer voisine de 40 cm. Pardon, c'est un peu un problème là. Il y a un renforcement des différences dynamiques démographiques, etc., etc., etc. C'est déjà utile à lire cette liste pour voir, entre autres, la sérieuxité de l'approche. Après, il y a des tendances qu'on constate aussi, mais qui ne font pas consensus. Et là aussi, je donne juste quelques exemples. Il y a par exemple pas consensus sur l'impact majeur du dépassement de plusieurs points de basculement avant 2050. Certains climatologues disent par exemple que c'est toujours du alarmisme, ce que raconte Wolfgang Kramer et d'autres sur l'Antarctique de l'Ouest. Moi, je pense oui, mais j'accepte qu'il n'y a pas consensus là-dessus. Aussi, sur la démondialisation relative des économies, avec intensification des échanges intraméditerranéens et valorisation de la proximité. Certains pensent que ça va se mettre en place. D'autres pensent que c'est complètement surréaliste. La question de l'insertion de l'économie méditerranéenne dans le marché mondial, ça peut se présenter d'une façon ou d'autre. Le repli sur choix des États-Unis et son désinvestissement de la Méditerranée. Pour rappel, ça a été écrit il y a 2 ans. Ces phrases-là, c'est déjà un peu presque humoristique aujourd'hui de les lire. Le retour de la paix dans l'ensemble, etc., etc. Il faut se mettre d'accord sur quoi on n'est pas d'accord. Il faut nommer et identifier les dissensus. Et encore, c'est assez aléatoire les exemples que je vous ai donnés. Je vous dirige vraiment vers le rapport pour les pleinement apprécier. Après, effectivement, on ne peut pas discuter toutes ces tendances-là sans rappeler des faits scientifiques tels que le MEDEC les a mis en place et il est cité de nombreuses fois dans le processus, et le GIEC et d'autres. Et j'ai juste inséré cette carte, pas pour vous raconter quelque chose qui n'a pas été déjà dit ici, mais pour montrer que ce n'est pas que du blabla, ce n'est pas que des échanges des opinions. Effectivement, les faits scientifiques sont pleinement appréciés et intégrés. Et c'est pour ça que Joël Guillot et moi-même et d'autres faisaient partie du groupe de prospective pour évidemment baser tout le débat sur les visions et sur les scénarios, sur les faits scientifiques. Une chose qui s'identifiait mieux par cette approche que par l'approche classique du GIEC, à mon avis, c'est l'identification des ruptures. Parce que nous, surtout en sciences physiques, exactes, biologiques, on a un peu une tendance de l'extrapolation des tendances linéaires. Et déjà, les points de bascule, ça énerve une partie de la communauté parce que ça rentre pas dans l'image simpliste cartésien des scientifiques. Mais effectivement, des ruptures, on va en avoir. Donc il faut les traiter, il faut les identifier. Encore une fois, regardez le ETC en bas. J'ai juste mentionné un certain nombre de ruptures qui ont été identifiées par le processus de la prospective. Par exemple, si on avait un vrai marché commun méditerranéen, tel que c'est le cas dans l'Europe, ça pourrait être une rupture. Ça changerait complètement la donne économiquement et structurellement pour les pays méditerranéens. Ou une union des pays du Maghreb, ou un renouveau arabe, ou un affaiblissement du radicalisme des conflits religieux. Ce sont tous des réels événements qui peuvent avoir lieu et qui changeront la donne pour beaucoup des aspects environnementaux que nous traitons, que nous souhaitons améliorer pour les populations méditerranéennes. Pareil, une application vraiment juridiquement stricte de la Convention de Barcelone, ce n'est pas du tout le cas actuellement. Ou alors une accélération spectaculaire du changement climatique, comme je le crains beaucoup. D'autres
exemples sont considérés. Donc, où est-ce que ça amène? Ça amène le groupe de prospective dans la formulation de différentes hypothèses. Et là, je n'ai vraiment plus la possibilité de vous exposer. Il faudra la journée pour ça, pour expliciter les hypothèses. Mais je vous montre plutôt le tableau pour vous montrer comment c'est structuré, comment toutes ces réflexions sur les enjeux, les tendances, les consensus, les dissensus amènent vers la formulation des hypothèses. Et au moment qu'on a expliciter les hypothèses, ce qui s'est passé, si vous vous rappelez du diagramme que j'ai montré avant, on ne retourne pas au laboratoire pour discuter entre nous. Non, on cherche l'échange avant la finition de la prospective des acteurs. Et dans ce cas, dans le cas de la prospective 2050 du plan bleu, avec une cinquantaine de personnalités et parties prenantes, mais surtout avec cette commission des jeunes qui ont été interviewés, avec lesquels on a débattu dans multiples formes et dans différents pays autour de la Méditerranée. Et quelque chose qui sort de cette discussion avec les jeunes, c'était clairement une vision plutôt dystopique de l'avenir, mais un consensus sur les solutions basées sur la nature. Ça c'est explicite, vous savez, il y a une science là-dessus. Une mise en question des technologies, des controverses parmi les jeunes autour de la métropolisation. La question sur la sobriété, pour certains sont des aficionados, d'autres sont plutôt réfractaires, des attentes extrêmement fortes autour de la justice sociale et la conscience environnementale au cœur de l'action des acteurs. Encore, il y avait d'autres éléments pour la formulation des scénarios et des visions qui sortaient de cette commission des jeunes. Et cela a amené vers 8 grands enjeux qui sont un peu dire un premier résultat de la prospective. Donc c'est clair, l'adaptation est incontournable. Je veux dire, et elle est insuffisante. Si j'ai plusieurs personnes qui meurent à Derna suite à une seule pluie, clairement il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de l'adaptation. Il y a aussi la nécessité d'éviter l'irréversible, notamment pour la mer. Il faut mieux maîtriser le nexus eau en énergie, alimentation, agriculture, environnement. Ce sont peut-être des buzzwords pour certains d'entre vous, mais j'insiste, il y a la science et une réflexion profonde derrière. Il faut anticiper les bouleversements démographiques et territoriaux. Juste dire que les réfugiés, les migrants doivent rester chez eux, ce n'est pas une façon d'anticiper les bouleversements démographiques. Il faut mieux valoriser l'espace commun méditerranéen. C'est clair qu'il n'y a pas le niveau de la collaboration qu'on peut avoir. Et ça demande aussi une autre gouvernance régionale et dans les pays. Il faut être sérieux par rapport à la transition juste des modèles économiques en valorisant les spécificités locales et méditerranéennes. Et il faut, selon cette perspective et l'échange avec les jeunes, faire entrer la Méditerranée dans une société de la connaissance et peut-être du numérique, bon, je ne partage pas complètement, intégrant l'environnement et la mer. Et de cela, on développe des scénarios. Donc on ne fait pas comme c'est le cas pour le GIEC, les scénarios sont au début et après on essaie de les interpréter. Les scénarios entrent relativement tard dans le processus et là non plus, je n'ai pas le temps ni la vocation de complètement vous présenter les scénarios. Ce sont des longs débats qui nous ont amenés vers une formulation des différents avenirs du bassin méditerranéen. On peut peut-être les juste nommer. L'inertie et la marginalisation de la Méditerranée et le pragmatisme, scénario 1, c'est un peu la situation que nous vivons actuellement. C'est des chocs, des crises et des adaptations forcées. C'est la croissance à tout prix dans une Méditerranée éclatée. C'est un partenariat euro-méditerranéen pour une transition bleue-verte. C'est un autre modèle de développement durable spécifiquement méditerranéen, ou aussi la mer Méditerranée, un bien commun mondial, d'importance mondiale. Et si on a formulé ces scénarios-là, et on a tous ces socles que je viens de vous présenter, on peut s'interroger, est-ce que ça
peut nous amener vers des situations souhaitables ou pas, et est-ce que c'est du tout réalisable. Le tableau est beaucoup plus long, mais je vous ai ajouté ici à la fin la dernière ligne du tableau, qui est la plausibilité. C'est effectivement qui intéresse tout le monde. Est-ce que les participants de la prospective, est-ce qu'ils considèrent que c'est plausible, est-ce que c'est faisable ou pas? Et là, c'est un peu peut-être déprimant de dire que ce tout premier scénario sur l'inertie, sur la marginalisation, il est fort plausible parce que c'est la situation réelle actuellement. D'autres scénarios ont une plausibilité moyenne et une plausibilité faible. Mais ça ne veut pas dire que la souhaitabilité est pareille, donc elle est presque à l'inverse de cette série. Concernant la prospective, je m'arrête à ce stade-là. Je vous invite vraiment à lire le rapport, ou au moins c'est sommaire, parce que de cela, il n'y a pas de simples messages. En fait, une partie des conclusions, et il n'existe pas des solutions simples, mais il faut considérer à chaque action, à chaque nouvelle politique, qu'une analyse structurée nous indique que certaines politiques vont nous amener vers un scénario, d'autres vers un autre. Ça, on est bien habitué dans le monde climatique. Plutôt, je veux finir avec une dernière section sur ce qu'ils font les scientifiques, la communauté dans laquelle, malgré mon statut émérite maintenant, je me sens toujours membre, c'est de faire évoluer les sciences aussi. Parce que je crois on l'a bien tous ressenti ici dans la salle les premiers jours, que c'est magnifique tout ce qu'on sait faire aujourd'hui, mais on n'arrive toujours pas bien à répondre à tous ces enjeux sortant ni des prospectives ni des décideurs. Donc il y a question d'une nouvelle science de la durabilité, que manque d'un mot bien mieux que nous essayons de développer. En fait, ce n'est pas tout à fait nouveau non plus. Depuis 20 ans, surtout nos collègues américains, Bill Clark et d'autres, parlent de la sustainability science comme un nouveau champ de recherche. Ce n'est pas juste mélanger, mettre autour d'une table toutes les différentes disciplines, mais réellement travailler ensemble avec l'objectif de répondre à des enjeux de la durabilité. Et il y a un diapo un peu simpliste, mais que j'insiste vraiment là-dessus. Il n'est pas suffisant de juste faire en sorte que les sciences humaines et sociales d'une côté, surtout les économistes, et les physiciens biologistes de l'autre, parlent ensemble. Si on oublie le concept de l'inégalité comme un grand facteur qui détermine les conditions de vie pour les populations, on ne fera pas une analyse de la durabilité. Et ce qui se manifeste maintenant de plus en plus, et je trouve que c'est très bien, c'est un nouveau terme on ne tue pas vraiment la discussion sur le développement durable, mais on s'interroge qu'est-ce qu'on veut vraiment étudier. Ce qu'on veut étudier, c'est l'habitabilité. C'est la question, est-ce que la Terre ou le bassin méditerranéen reste habitable dans une façon égalitaire, donc habitable pour tout le monde, pas que pour des directeurs de recherche émérites qui ont pu se construire une maison assez confortable. Et c'est intéressant, juste avec un clin d'œil, il y a toute une littérature sur l'habitabilité, mais c'est l'habitabilité ailleurs dans l'espace. Il y a par exemple des astrobiologistes qui savent très très bien quantifier l'habitabilité des différents sites sur Mars pour la vie, pour les différentes formes de vie. Là, il y a toute une littérature. Si vous cherchez habitabilité, vous allez trouver ça. Mais bon, c'est évidemment pas ça que nous voulons faire. Nous souhaitons mesurer, quantifier d'une façon rigoureuse scientifique l'habitabilité comme une proposition d'une définition, les conditions physiques et sociales nécessaires à une vie humaine et autre qu'humaine, donc pour les autres espèces descendent sur Terre, de l'échelle locale à l'échelle mondiale. Et si je peux encore, je touche à la fin, mais je ne veux pas
parler de ce sujet sans directement parler de quelques dérives, quelques problèmes qui sont apparus dans la littérature des dernières années sur ces thématiques, parce que certaines traduisent, un peu comme les astrobiologistes, l'habitabilité comme juste une niche, comme entre trop chaud et trop froid. Et j'aime bien mes collègues Tim Lenton et d'autres à l'université d'Exeter, mais là, à mon avis, ils ont fait une vraie bêtise en cherchant un peu comme dans une écologie très, très simpliste, la niche dans laquelle on peut vivre ou pas vivre. Oui, voilà. Et effectivement, on peut mettre un scénario climatique là-dessus. En fait, et on va trouver un changement. Mais franchement, dans certaines de ces zones vertes, aujourd'hui, il y a déjà des gens qui ne vivent pas une vie digne. Et dans certaines zones noires, c'est toujours possible à vivre si on s'adapte d'une façon. Donc ça, c'est pas très, très intéressant comme méthode. Et une autre méthode qui est peut-être, ou une autre étude, ou paquet d'études qui a été beaucoup dans les médias, beaucoup plus dans les médias, c'est la connexion entre le changement climatique et les flux migratoires. Parce que là aussi, il y a une idée simple qui était en partie sortant d'une mauvaise ou d'une interprétation incomplète d'un papier qui est a priori assez bien, de Kelly et al. En PNAS en 2015, c'est de trouver s'il y a un lien ou pas entre les sécheresses dans l'est de la Méditerranée pendant les dernières décennies, et les flux migratoires depuis l'Irak et la Syrie. Et évidemment, on trouve une espèce de corrélation. Et ça amène beaucoup de gens qui disent « Ah oui, les migrants climatiques, les réfugiés climatiques, c'est très important. » Le papier ne dit jamais ça. En fait, le papier est assez clair là-dessus que la raison réelle pourquoi les personnes se mettent en migration sont souvent des conditions économiques et sociales. Et si je vis dans un régime brutal, comme c'était le cas en Syrie, et à cela s'ajoute un stress climatique, peut-être c'est plus probable que je me mets en migration, mais quand même le mécanisme initial qui me fait vouloir migrer, c'est les conditions de vie économique et sociale dans le pays, et pas le changement climatique. Autrement dit, si on parle des réfugiés climatiques, de quelque sorte, on déculpabilise les régimes autoritaires qui rendent la vie impossible pour les personnes. Donc il y a une littérature très critique maintenant, scientifique, sur les véritables raisons de la migration. Donc cette transition ou transformation vers une meilleure habitabilité, elle se pose autrement. Elle ne se pose pas d'une niche climatique, on peut changer ou influencer par les gaz à effet de serre. Elle a été posée formellement, la question, pour le rapport 1.5, qui était un rapport du GIEC qui était commandé, en quelque sorte, par les décideurs en 2015, au moment de la signature de l'accord de Paris. Et une conclusion centrale de ce rapport 1.5, j'avais déjà des discussions avec Hervé là-dessus, moi je suis très fier de la participation à ce rapport, c'est que c'est tout à fait possible de s'engager pour une transition vers une meilleure habitabilité, mais cela implique des transitions importantes, far-reaching transitions, systémiques, et cela dans tous les secteurs de la société. Et ce n'est pas que c'est impossible. En fait, la prospective est là pour mieux identifier les conditions sur lesquelles cette transition est possible. Mais il faut l'évoquer, il faut le prendre en sérieux, et on ne peut pas se dire qu'un petit changement dans une technologie quelque part, sans changement systémique, va permettre cette transition. Et en passant, j'évoque, il n'y a pas que le GIEC qui a conclu ça, c'est aussi l'IPBES, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui fait maintenant un rapport sur les transitions un peu dans la même logique. Et ce n'est pas que c'est totalement nouveau. C'est très important de souligner ça, surtout,
je dirais en France, aussi ailleurs. Mais la communauté scientifique française a une grande histoire, une grande tradition de travailler dans le contexte socio-écologique sur les transitions vers une meilleure habitabilité et pour éclairer des perspectives comme celui de 2050. Ça s'appelle Long Term Socio-Ecological Research et en France, on a de multiples structures qui s'appellent les zones ateliers ou les observatoires au milieu ou les observatoires de la zone critique qui sont un peu différentes structures et il y a des engagements en cours et les dernières années, j'ai dû coordonner côté CNRS avec une collègue Frédéric Aitouati pour harmoniser et faire avancer ce genre de recherche. Mais il y a des centaines, je dirais presque des milliers de chercheurs français dans les établissements publics qui sont déjà engagés dans cette histoire de la transition socio-écologique à l'échelle régionale. Donc, par exemple, il y a une grande analyse de différentes transitions possibles pour le bassin de la Seine, largement Paris et ses alentours, aussi en Camargue, dans les Alpes, en d'autres régions. Donc, ce n'est pas qu'on commence à zéro. Ce n'est pas que les scientifiques doivent réinventer ou inventer de nouvelles méthodes. On a une grande tradition là. Et à cela, il s'ajoute une tendance plutôt internationale de regarder le terme de point de bascule autrement. De quelque sorte, on peut dire que je l'ai introduit ici 2 fois. Il y a des points de bascule physiques que sur la circulation de l'Atlantique du Nord et d'autres. C'est aussi des ruptures sociétales qui sont bien identifiées par le processus de la prospective. C'est aussi des points de bascule. Mais ici, on se pose la question, quels sont les systèmes de fonctionnement de notre société qu'on peut positivement impacter, à quelle échelle de temps pour améliorer la prise de décision publique. Et c'est très schématique et très simpliste, on peut dire, et il n'y a pas une modélisation numérique là derrière, mais il y a quand même toutes les techniques, toutes les méthodes avancées des sciences humaines et sociales qui s'engagent autour de cette façon de travailler. Et on a constaté, par exemple, que le système des finances, qui est actuellement plutôt un contributeur au ralentissement de l'engagement pour l'habitabilité, ce n'est pas quelque chose qui est impossible à changer. Je veux dire, le système des finances, tant qu'on l'a aujourd'hui, il a été créé dans les dernières quelques décennies et il n'y a pas de raison pourquoi les dirigeants de la planète ne peuvent pas retourner à Bretton Woods où vous voulez et discuter, écouter, pour vraiment aller vers une meilleure habitabilité de la planète. On pourra peut-être changer les structures des marchés financiers. Il y a d'autres comme l'éducation publique, il y a l'aménagement du territoire, grand sujet à plusieurs présentations ici, qui prennent un peu plus longtemps à influencer, mais c'est tout à fait possible. Et ça fait aussi partie de la prospective de s'interroger qu'est-ce qu'on peut changer, à quelle échelle et de quelle façon. Donc, pour revenir à la question initiale et conclure, est-ce que le bassin méditerranéen sera-t-il habitable en 2050 ? Donc, vous l'avez entendu, déjà, il y a des tendances qui sont très inquiétantes. Par exemple, l'accélération du haut niveau de la mer qui a doublé dans quelques décennies. Mais il y a surtout aussi l'inaction flagrante des gouvernements concernant la baisse des émissions de gaz à effet de serre, ici constatée par le programme des Nations Unies. Je n'explique pas les détails, mais vous avez probablement vu ces courbes-là. Il faut évidemment baisser comme c'est dans la trajectoire vert ici, et ce n'est pas du tout le cas actuellement. Par contre, dans l'Assemblée nationale, on fait passer des amendements, des lois actuellement de cela. Donc, au lieu de réduire, maintenant, on dit tendre vers une réduction de, et on fait des amendements explicites dans
dans la loi pour ça. C'est peut-être pas une solution, pas quelque chose qui amène l'habitabilité du bassin méditerranéen non plus. L'idée de faire tout et de mettre tout sur une technologie qui, à la fin, risque à dégrader les conditions de vie pour une grande partie de la population aussi en bassin méditerranéen, ce n'est pas une solution non plus. Donc, franchement, je n'ai pas une belle, claire réponse et la prospective ne vous le donne pas non plus sur la question de l'habitabilité de la Méditerranée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà aujourd'hui, le bassin méditerranéen n'est pas habitable pour tout le monde. Il y a quand même des morts en grand nombre par les canicules, comme j'ai montré, et comme d'autres conséquences du changement climatique. Donc, si on prend une posture des droits humains, et là, j'insiste, prendre une posture des droits humains, ça ne veut pas dire une opinion. Ça veut dire qu'on regarde les textes, qu'est-ce que ça implique les droits humains, et on utilise une méthode scientifique pour analyser où est-ce que nous sommes dans l'avenir de la région par rapport aux droits humains. Ben, si on veut faire ça, il est impératif de se concentrer sur les conditions de vie des populations et surtout des populations défavorisées de la région. Et ça nécessitera une réduction de la surconsommation de tous les autres. Il n'y a pas... ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas une opinion. Vous pouvez quantifier ça de multiples façons et ça a été fait par le GIEC et par d'autres ici dans la salle à multiples moments. Et l'étude prospective, elle a été bien, elle a contribué à cela, en identifiant les acteurs positifs, en trouvant par exemple cette commission des jeunes qui ont des idées, des visions positives, et aussi d'autres acteurs, pas que des jeunes non plus, on ne peut pas mettre tout sur leurs épaules. Mais dans le cadre de l'analyse systémique, nous devons aussi identifier les acteurs destructeurs. Il n'est pas façon de contourner cela, et il n'est pas ce n'est pas une question d'opinion non plus, mais on peut s'interroger quels acteurs contribuent ou continuent à contribuer à la dégradation de l'habitabilité des populations méditerranéennes. Je ne vous donne pas des réponses, je ne vous donne pas une liste, je ne donne pas des logos. Je vous invite de regarder un peu ce que les groupes de scientifiques pensent qu'il faut aller plus loin dans l'analyse des coupables, de quelque sorte, des forces sociétales qui nous amènent dans une situation critique. Et comme petite publicité, un tout petit livre qui coûte moins que 5 € dans les librairies, que nous avons écrit l'année dernière dans l'édition Le Seuil, c'est la question de nouveau des scientifiques. Est-ce que les scientifiques doivent rester dans les laboratoires et faire ces analyses, ou est-ce qu'ils doivent rentrer, participer à prospective, ou peut-être s'engager autrement pour identifier les coupables derrière la dégradation de nos conditions de vie. Et pour vraiment finir, je finis toujours avec cette citation de Angela Davis qui est en anglais, mais pour moi l'espoir, il ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas quelque chose que j'ai ou que je n'ai pas, mais l'action même donne l'espoir, et je crois d'être ici avec vous tous et discuter de différentes formes d'action et différents rôles des scientifiques, ça me donne l'espoir, franchement. Sinon, je ne serais pas venu, sinon je n'aurais pas été si heureux d'avoir eu l'invitation d'Elisabeth et Jean-Martin encore une fois cette année. Merci beaucoup pour votre écoute.